Bienvenue à Introduction à Unikernel. Donc, ah oui, donne-moi ça. Je commence avec un petit peu de pub. Donc, on est de Xebia et Xebia recrute. Donc, si jamais vous voulez venir sur Paris, n'hésitez pas à venir nous voir à Xebia. Et deuxième publicité, on a développé une application style Sneaky Card. C'est Be Better Developer et l'idée c'est de réaliser une petite action dans le cadre du développement, du craftsmanship et qui nous fait sortir plus ou moins de notre zone de confort ou qui nous fait découvrir quelque chose de nouveau. Et une fois qu'on a fait l'action, on la donne à un de ses collègues et l'idée c'est de voir la carte qui se diffuse et pour soi c'est de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement sans la carte. Voilà, donc moi c'est Jean-Baptiste Claramont, j'ai 17 ans d'expérience dans le business de l'informatique et dans le développement ça fait 4 ans que je suis à Xebia et globalement je fais plutôt du Java et dernièrement j'ai même fait du Node.js. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Thomas Rodriguez, je suis consultant Xebia depuis 2 ans maintenant. À la base, je suis développeur Java. J'ai commencé à faire du Scala aussi il y a bientôt 2 ans aussi. J'ai fait du Big Data en ce moment, mais ce qui est important, c'est que je me suis intéressé à Docker, les microservices, architecture distribuée. Et ça m'a amené justement à vouloir découvrir qu'est-ce que c'est les unikernels et pourquoi c'est intéressant de les utiliser. Voilà, donc en fait, l'idée de la presse, l'agenda, ça va être un peu de reprendre notre démarche quand on a essayé de comprendre ce que faisait unikernel et à quoi ça pouvait servir. Avec Thomas, en fait, on a essayé de comprendre quelles étaient les raisons pour essayer de trouver une alternative à faire un Linux et à déployer une application dans un Linux. Ensuite, du coup, quand on comprend un peu mieux pourquoi certaines personnes creusent un peu une alternative, du coup, c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'unikernel. Enfin, et finalement, qu'est-ce que ça change pour notre application, vu qu'elle va tourner dans quelque chose de différent qu'un Linux. Du coup, après, ça nous amène à l'offre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut choisir comme solution unikernel pour concrètement développer quelque chose qui tourne dans un unikernel. Du coup, ça nous amènera à la démo et puis à une conclusion sur ce que nous, on a pensé d'unikernel dans le cadre de notre utilisation qui était en quelque sorte Hello World et du POC, mais qu'est-ce qu'on a ressenti dans cette utilisation. Donc les motivations. Donc aujourd'hui, si on regarde la stack qui nous permet de déployer une application qu'on va faire typiquement tourner dans un Docker, on commence par les drivers du hardware et au-dessus on a notre hyperviseur. Encore au-dessus, donc l'hyperviseur émet des drivers virtuels sur lesquels finalement on peut commencer à installer notre Linux kernel avec des process utilisateurs qui tournent au-dessus de ça. Finalement, comme on fait tourner notre appli dans du Docker, voilà, on a notre Docker Runtime qui est là avec des shared libraries à l'intérieur. Et puis enfin, on se retrouve avec notre application et le langage runtime qui sont là. Donc on voit qu'en fait, finalement, pour toutes les I/O et globalement pour notre application, pour qu'elle tourne, il a fallu qu'on mette en place toutes ces couches. Donc ça, c'est la première question, c'est que tout ça, c'est fait pour faire tourner une seule application sur un seul serveur et finalement un seul user. Du coup, on peut se dire, tiens, peut-être qu'il y aurait déjà matière à optimiser un peu tout ça. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces couches pour faire tourner notre application? Ensuite, si on regarde un petit peu la sécurité qui est apportée par le kernel Linux, donc il y a une sécurité, les utilisateurs sont sécurisés les uns des autres. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aller supprimer des fichiers que Thomas a créés sur son compte. Voilà, il y a une sécurité, on ne peut pas aller faire n'importe quoi, n'importe où dans le système de fichiers. Les applications elles-mêmes, elles sont sécurisées les unes des autres. Une application, on ne peut pas aller taper dans la zone mémoire d'une autre application, encore moins dans une application qui tournerait sur un autre user.
Donc ça, c'est Linux qui gère ça, le kernel. Et les applications seront sécurisées des utilisateurs. Okay, si Thomas il démarre une application, moi je ne peux pas venir killer l'application comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, est-ce qu'on a besoin de tout ça quand on fait tourner une application sur un serveur pour finalement faire tourner notre serveur web, quoi. En plus, on regarde, Linux fonctionne partout. C'est-à-dire que si vous prenez une distrib Ubuntu aujourd'hui, vous prenez du matos d'il y a 15 ans, ben vous allez réussir à installer la Linux, la dernière version d'Ubuntu sur du matos d'il y a 15 ans. Une des raisons pour lesquelles c'est possible, c'est que dans le kernel Linux, eh ben, il y a tous les drivers qui existent depuis 20 ans. Donc en fait, il y a par exemple le driver de disquette, des drivers de carte son qui datent d'il y a 20 ans que plus personne n'utilise. Donc on arrive même avec un kernel Linux d'aujourd'hui à faire tourner sur du matos super vieux. Et il est dans le kernel Linux. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin, quand je déploie une application dans le cloud, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir le driver de disquette qui est installé sur mon serveur? Sûrement pas. Et puis on peut faire effectivement tourner un paquet de choses sur Linux. Donc tout ça, ça a un coût. Et quand on remet un petit peu en perspective sur la taille d'une appli, on va dire qu'une petite appli, c'est 10 000 lignes. Une appli médium, c'est 100 000. Et on est tous d'accord qu'une appli qui fait 1 million de lignes, on est sur une grosse appli. Moi, perso, j'ai jamais bossé dans un projet où il y avait 1 million de lignes de code, quoi. Donc, quand on regarde un petit peu la courbe d'augmentation du nombre de lignes dans kernel Linux, c'est marrant parce qu'en fait, là, quand j'ai vu cette courbe-là, pour la presse, on a cherché ça. Et moi, je me suis dit, mais kernel, c'est noyau, 22 millions de lignes de code. En fait, j'appelle plus ça un noyau, toi. Je me dis, mince, c'est plus gros que toutes les applis que j'ai pu faire, quoi. Enfin, non pas qu'elles étaient énormes, mais bon. Donc, il y avait 22 millions de lignes de code. Donc, on est un peu loin de la notion de noyau telle qu'on se l'imagine. Et donc, tout ça, c'est dû au fait que le kernel, il y a un système de permission complexe, on l'a vu. Le kernel inclut automatiquement des drivers inutiles. Et puis on peut aussi rajouter qu'en plus de ça, quand vous allez installer des paquets dans votre distrib, est-ce que tout le monde regarde tout ce qui est tiré par les paquets? Moi perso, je ne regarde pas tout ce qui est tiré. Et au fur et à mesure, on regarde de moins en moins, quoi. Donc on ne maîtrise pas forcément tout ce qu'il y a sur une distrib. Et du coup, côté sécurité, tous ces points mis les uns bout à bout, en fait, d'un point de vue sécurité, certains considèrent qu'il y a justement une surface d'attaque très large, en fait. Surtout que finalement, Linux, c'est plus un système qui est utilisé par certaines personnes. Aujourd'hui, à part si vous faites du .NET, votre appli elle va tourner sur un serveur Linux. Si vous avez un mobile Android, vous faites tourner du Linux. Et donc les mecs qui cherchent à trouver des failles, Linux c'est un bon outil parce que vu le nombre de personnes qui l'utilisent, si vous trouvez une faille, d'un coup vous rentrez sur pas mal de systèmes. Donc du coup, quelle alternative à ça? Évidemment c'est une question pas très ouverte. La réponse c'est unikernel. Et unikernel du coup qu'est-ce que c'est? C'est en gros, comment on peut décrire unikernel? Alors le fonctionnement high level d'unikernel, pour comprendre, c'est de se dire qu'on va prendre le kernel Linux, on va prendre notre appli, et puis entre les deux, on va tout un paquet de share libraries qui sont là pour faire fonctionner notre appli. Concrètement, notre appli, elle n'a pas besoin de 100% de toutes ces libraries. Elle va utiliser une petite partie de chaque libraries qui sont disponibles. Voire des fois, elle n'utilise même pas du tout certaines libraries. Et puis le kernel, c'est pareil, elle n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans le kernel pour fonctionner. Et du coup, on isole tous ces petits morceaux dont on a besoin pour faire notre application. On le rassemble, et du coup, ça, on peut dire que ça peut s'appeler un unikernel en fait. Et grosso modo, l'idée d'un unikernel, c'est ça. C'est de prendre que ce dont on a besoin pour faire tourner une application, et on colle l'application à tout ça, et on a notre unikernel avec l'application bindée dedans. Si on reprend, du coup, notre empilement de stack qu'on avait tout à l'heure, ce morceau-là, c'est celui-ci qui va être concerné par unikernel. On remplace tout simplement dans la stack ce morceau-là.
Et comme en fait, on va complètement binder notre application dans l'image unikernel, concrètement, on va tout simplement déployer globalement une application avec l'unikernel. Et c'est ça qu'on déploie en fait directement sur l'hyperviseur. Pardon. C'est pas grave. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça change. Oui. Merci. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu plus en détail, bas niveau, en quoi ça consiste. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'ici, on parle des unikernels, mais unikernel, il n'y a pas qu'un type d'unikernel, il y en a plusieurs. Et chaque type d'unikernel, chaque framework, chaque distrib, si on veut l'appeler comme ça, elle a un outil de packaging qui lui est propre. Mais la mécanique générale reste toujours la même. On a d'un côté un micro-noyau, si vous voulez, avec normalement les unikernels sont, d'après ce qu'on a vu, sont très spécialisés pour un runtime particulier, que ce soit du Java, Haskell, Node.js ou autre. Et l'outil de packaging, il va prendre cette microkernel normalement avec les runtime qui est à l'intérieur aussi, et notre appli, et il va fusionner les deux. Et ça va nous donner ce qu'on pourrait appeler une image unikernel. Donc moi, quand on a commencé à faire quelques tests avec les unikernels, la première question que je me suis posée, c'est OK, nickel, ça génère une image qui ensuite elle est démarrée sur un hypervisor, que ce soit, je sais pas, QEMU ou VirtualBox ou même AWS. Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à une machine virtuelle qu'on pourrait démarrer sur un VirtualBox? Donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'un unikernel boot? Et c'est à partir de là que j'ai réussi à comprendre un peu plus en détail ce qu'il y avait derrière les unikernels. Donc la réponse elle est très simple. Un unikernel il boot comme toutes les autres images qu'on peut booter sur un hypervisor. Si on reste toujours bien sûr dans l'architecture x86 et sur les modes de fonctionnement MPR qui est différent de celui du Mac. Bref, c'est du détail, mais en gros c'est ça. Vous avez une image ici du processus de démarrage d'un unikernel ou de n'importe quelle autre image qui suit le standard x86. C'est un processus qui est standard. Pour ceux qui ne les connaissent pas ou pour ceux qui ne se rappellent plus, dans l'image qu'on va générer de l'unikernel, il va avoir les premiers secteurs, il va contenir ce qu'ils appellent le MBR, Master Boot Record, qui va contenir la table de partition avec un tout petit morceau du code. Si je me rappelle bien, c'est 512 bytes, c'est vraiment tout petit. Le processus de démarrage, il est toujours le même. La BIOS va démarrer, va aller chercher dans un device qui est candidat à être bootable, elle va chercher cet MBR, elle va le charger en mémoire, elle va lui passer le contrôle. Donc ces petits morceaux de à peine 500 bytes, il va prendre le contrôle en mémoire. Et lui, il va ensuite aller charger les bootloaders. Parce que la machine en x86, elle démarre en mode réel. On n'a pas accès à toute la mémoire, on n'a accès qu'à un seul meg. Les noyaux, ils font plus d'un meg. On ne peut pas charger directement en mémoire les noyaux. Il faut passer par un bootloader. Vous les connaissez tous. Grob, par exemple, c'est un bootloader qui est très utilisé dans le monde Linux. Donc ensuite, ce qu'il va faire, c'est que Grob, il boot par étapes. Mais pour simplifier, il va charger les bootloaders en mémoire, lui, depuis les mêmes devices. Et ensuite, il va faire exactement la même chose. Il va aller passer le contrôle. Et cette bootloader, en fait, qui, lui, il fait un peu plus des lignes de code. Il est plus sophistiqué que juste les petits codes qu'on peut mettre dans le MBR. Lui, c'est lui qui va faire vraiment le chargement du kernel. Parce que lui, il va devoir connaître, en fait, le système des fichiers particulier qui est utilisé par notre partition. Il va savoir charger en mémoire les run disks, les noyaux, tout ça. Donc il va faire son boulot, il va charger en mémoire le kernel et ensuite il va lui passer le contrôle.
Donc pour un unikernel, c'est exactement la même chose. Dans l'image qui va être générée par notre système de packaging, il va avoir cette structure. En fait, il va avoir un MBR, une table de partition, un petit morceau de code qui va charger les noyaux. Je ne pense pas qu'il y ait un bootloader parce que l'unikernel, comme il est petit, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un bootloader. Ça nous amène à nous poser quelques questions en fait. Microkernel, le charge en mémoire, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette microkernel? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un kernel Linux traditionnel, on peut dire? Dans cette microkernel, il a été conçu pour faire tourner la plupart des fois un seul processus, pour pouvoir simplifier tout un tas des choses qui deviennent compliquées quand on doit gérer un système multiprocessus. Ce qui veut dire qu'il y a des limitations. Par définition, si c'est un seul processus, on ne peut plus faire du fork. Si on pourrait, il y aurait deux processus à la place d'un. Ce qui veut dire qu'il y a certains applis qui, en principe, ne pourraient pas être exécutés sur des unikernels. Par exemple, quand on a besoin de faire appel à un binaire en fait, externe pour, je sais pas, faire du traitement d'images, on ne peut pas les faire, par exemple, en Java. Il faut faire appel à un autre binaire. Ça, on ne pourrait pas le faire avec un unikernel. Il y a un seul processus, donc il n'y a plus de context switching. Context switching, rapidement, le context switching, c'est toutes les structures qui sont chargées aux mémoires pour traquer en fait, ce qui est utilisé par notre processus, descripteurs des fichiers ouverts, tout ce qui est, comment s'appelle, les différents registres de la CPU. Mine de rien, ça prend du temps. Et le changement de contexte, il est fait plusieurs fois par seconde. Donc si on élimine cette context switching, déjà on a gagné pas mal en performance. Une autre chose, il y a un seul espace de mémoire dans les unikernels, de l'unikernel en tout cas que nous on a testé. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, normalement il y a les user space, les user space et les kernel space qui sont séparés. Les applis utilisateurs s'exécutent dans le user space, les codes du kernel s'exécutent dans le kernel space. C'est un mécanisme de protection de la mémoire. On aura des gains en perf parce que notre appli s'exécutera dans le kernel space, directement à côté du noyau. Donc il n'y aura pas de switch à faire entre l'un et l'autre. Et il y aura, je ne l'ai pas dit, il n'y aura pas de mémoire virtuelle. Donc une application ne pourra pas utiliser plus de la mémoire physique disponible dans la machine. Ce qui peut être embêtant, c'est la mémoire virtuelle. Elle a été conçue au début pour pouvoir utiliser plus de la mémoire disponible, peut-être swapper sur les disques ou autre. Et il n'y aura pas, par exemple, des choses qu'on a identifiées comme quelque chose qui ne pourrait pas être faisable en fait, dans un unikernel, c'est les maps. Les maps, c'est les memory maps. On ne pourra pas mapper un fichier en mémoire. C'est un mécanisme qui est fortement lié à la mémoire virtuelle et qui est utilisé par pas mal d'applis s'en sert en fait parce qu'il y a il y a des gains de performance quand on utilise ce système très intéressant. Il ne sera pas disponible, on ne peut pas l'utiliser. Il n'y a plus de cloisonnement entre les kernels et l'utilisateur. Votre appli s'exécute dans les kernel space. On aura des gains en I/O. Pourquoi? Parce que notre appli n'accède jamais directement à l'I/O. L'appli, quand elle a besoin de l'I/O, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une system call. Le system call, il va faire soit un trap, soit une interruption en fait. Donc ça va switcher la CPU de ring 3 vers ring 0. Et c'est là que le kernel il va entrer en jeu. Il va faire l'opération d'I/O à la place de l'application. Et ensuite, il va lui dire, bah, tiens le résultat. Et pas de protection de mémoire entre kernel et app, comme je disais tout à l'heure. Donc, et ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est la notion des rings en fait, dans la CPU. Normalement, il y en a 4, de 0 à 3. Les 0, il n'y a pas de protection, tout simplement. La protection, c'est au niveau des instructions qu'on peut exécuter quand on est dans cette ring. Dans le ring 0, on peut exécuter toutes les instructions du jeu d'instructions. Dans le ring 3, on peut exécuter juste un sous-ensemble. Et notamment, on ne peut pas exécuter les instructions qui nous donnent accès à l'I/O. Donc pour faire l'I/O, il faut passer par les system calls. C'est le kernel qui va le faire à notre place. Et ensuite, une fois terminé, il va nous rendre la main pour nous donner les résultats. Donc avec les unikernels, ça devient beaucoup plus simple. Notre appli s'exécute dans le kernel space.
Dans le Ring 0 aussi, donc pas de context switching, des I/O beaucoup plus performantes par rapport à la solution classique. Du coup, l'offre. Donc, on ne fait pas de mystère pour découvrir l'offre unikernel. En fait, il y a un site qui s'appelle unikernel.org et on est passé par ce site-là qui répertorie tous les unikernels qui sont actuellement disponibles. Alors finalement, on a été assez étonnés parce qu'il y en a pas mal. Moi, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant de disponibles. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire un petit tri parmi tout ça. On a fait une matrice en se disant, nous, en tant que développeurs, on ferait plutôt du Java, Node.js, C++, Python. On va dire que ça représente une bonne partie des langages qui vont être utilisés dans les entreprises. Et puis ensuite, on s'est posé la question sur quoi on voulait déployer. Donc bare metal ou VirtualBox en local, ou alors dans du cloud. Et puis finalement, la dernière colonne, on s'est aperçu qu'il y avait des unikernels qui proposent en fait une compatibilité POSIX, ce qui peut être plutôt intéressant. Ça veut dire que potentiellement, on peut prendre une application qui existe déjà sous Linux et la déployer dans une kernel. Du coup, ce qu'on voit sur cette matrice, c'est que finalement, il y a certains unikernels qui répondent à aucun des critères qu'on se donne, nous, en tant que développeurs, quoi. Et puis, il y a certains unikernels qui ont été développés, par exemple, en Haskell. Je pense à HALVM, c'est du Haskell et il fait tourner que du Haskell. Donc voilà. Il y a MirageOS qui fait tourner que du OCaml. Donc au final, ceux qui ont l'air un petit peu de sortir du lot par rapport à notre besoin, c'est OSV, RumpRun et Unique. Ils ont l'air assez sympas parce qu'ils font plusieurs langages, ils ont l'air de targeter pas mal de choses différentes en termes de cloud, d'hyperviseurs possibles. Et du coup, on se dit, ceux-là, on va les regarder un petit peu plus en détail, quoi. Et en particulier, il y en a un, c'est Unique. On se dit, celui-là, il est vraiment cool parce qu'en fait, il sait tout faire. Donc avec Thomas, on s'est dit, on va se concentrer sur celui qui sait tout faire. Ça a l'air d'être un petit peu plus smart, quoi. Ouais, évidemment. Et du coup, on a regardé Unique. Il se présente un peu comme le Docker de l'unikernel. Et c'est vrai qu'ils ont une CLI à la Docker. Du coup, on est un petit peu comme à la maison quand on est habitué à utiliser Docker. On retrouve un petit peu toutes nos petites habitudes. C'est cool. Et du coup, en fait, on avait déjà fait une presse là-dessus sur unikernel. Et on avait utilisé Unique pour faire la démo. Et on a eu des petits soucis pour la démo de Brestcamp. Thomas vous racontera. Et du coup, on ne va pas utiliser Unique. On en reparle. En tout cas, Unique, il a un côté... on se dit que c'est un unikernel qui est sympa. Et puis finalement, quand on creuse, on dit « Ah mais non, c'est pas un unikernel. » En fait, c'est un intermédiaire vers d'autres unikernels. Donc en réalité... il va vous proposer de créer votre image avec votre application vers l'un de ces 4 unikernels, qui sont concrètement, eux, des réelles implémentations d'unikernel. Du coup, ce que je vous disais, c'est un excellent candidat pour la démo, sauf que on en a tellement bavé pour faire fonctionner une deuxième fois la même démo qui avait déjà marché en serrant les fesses. Du coup, on s'est dit c'est pas possible. Et du coup, ce matin, on a travaillé très très dur pour passer. Pas que ce matin, depuis 3 jours. Ouais. Mais jusqu'à ce matin. Oui, voilà. Et à ce matin, à 11h30, on a réussi à avoir une démo qui marchait. Et juste un slide pour vous dire à quel point on est fâché contre Unique. C'est que quand on était dans le train mercredi soir, on a commencé à vouloir rebuilder le binaire Unique. Ils rebuildent ça dans un conteneur Docker avec du Go et tout ça. Et ils ont changé le nom du repo. En fait, avant, il s'appelait EMC Advanced et ils l'ont changé en CF Unique. Sauf qu'ils ont oublié dans le Dockerfile qui fait le build de changer. Donc évidemment, ça ne build pas grand-chose. Mais du coup, on s'est dit, c'est pas sérieux, les mecs, ils n'ont jamais essayé de le faire ou quoi.
Nous, on n'a jamais fait du Go en mode pro et on a dû comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ça marchait pas. Enfin. Voilà, donc on leur a fait une pull request, mais ça c'était mercredi soir, mais c'était pas le début des mauvaises surprises, quoi. Ouais. C'était que le début, même. Donc du coup, on a choisi OSV pour faire notre démo. OSV qui était, se dit en passant, en fait, finalement, juste une target que Unique utilisait pour faire déployer notre unikernel, quoi. Et donc, on passe à la démo avec Thomas. Comme Jean-Baptiste l'a dit, OSV, c'était déjà le back-end utilisé pour faire la première démo qu'on avait fait avec Unique. Unique, il faisait juste d'intermédiaire entre nous et OSV. Mais même pas ça, il est capable de les faire bien. Donc on a dû passer directement à OSV pour pouvoir faire la démo. Et on a eu aussi des petits problèmes avec OSV. Bref, on a dû faire des petites modifs dans les codes Go et tout pour le faire marcher. Bon, ça a été sympa. Donc la démo, elle va consister en 3 étapes. C'est très simple. La première, c'est l'installation du capstan, que je ne vais pas faire en live parce qu'il faudrait avoir une connexion Internet performante et croiser les doigts pour que tout se passe bien, en fait. Donc moi, j'ai déjà capstan sur mon poste. Je vous invite à aller vers le site web des OSV. Ils ont une excellente documentation, à la différence de Unique. Et vous pouvez aller sur les codes sources dans GitHub, où il y a aussi beaucoup de documentation, à différence de Unique, encore une fois. Et là, vous allez voir en fait comment vous faites pour installer Capstan. C'est super simple. C'est une ligne de commande. Il va aller télécharger les binaires qui correspondent à votre plateforme. Il va l'installer au local. Et c'est tout. Quoi dire? Vous pouvez les compiler depuis les sources aussi, si vous voulez, comme on a dû faire ce matin, parce que ça c'est important de dire. Je pense qu'on a eu aussi pas mal de problèmes parce qu'on a fait la démo sur Mac. Je pense que sur Linux, ça doit marcher beaucoup mieux. Parce qu'il y a apparemment un petit souci avec la Runtime Go, qui était un peu ancien, utilisé, et avec la version de macOS qu'on utilise, qui est macOS Sierra. Donc on a dû recompiler en fait les binaires Capstan avec une version 1.8.1 de Go Runtime. Ensuite, une fois qu'on a Capstan, Capstan, je vais vous montrer. On voit bien, j'espère. Ah ouais. Je vais vous montrer, c'est une command line qui nous permet un peu à la Docker, à faire les mêmes choses, c'est-à-dire créer des images et démarrer des instances à partir des images. C'est fait en Go aussi, comme les clés Docker, donc la mécanique est la même. Et voilà, ça c'est Capstan. Il n'y a pas de démon comme il y a en Docker. Il y a un seul binaire. On n'a pas besoin de faire tourner un démon en arrière-plan pour utiliser OSV. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous montrer comment est-ce qu'on crée une image sur OSV. Comme on avait dit tout à l'heure, chaque outil de unikernel a son propre système de packaging à lui. Capstan, ce qu'il fait, c'est que il y a des images de base qu'on va utiliser pour construire notre appli. On va voir. Ouais, voilà. Je suis dans l'appli d'exemple Java HTTP Hello World. Je vous montre d'abord l'appli. Vous allez voir, elle est très très simple. C'est juste une appli Java qui utilise l'HTTP serveur des SAN. Ce qui n'est pas très propre, mais ça nous permet de faire une appli qui fait à peine 20 lignes et qui sert à faire la démo. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va démarrer un serveur HTTP sur le port 4000. Elle va se mettre à l'écoute sur l'endpoint / la racine. Vous voyez bien là-bas, myhandler, il est juste en bas, qui implémente la fonction handle, qui est tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va répondre avec un message qui est fixe pour dire Java running inside a unikernel comme preuve de que notre appli elle tourne bien à l'intérieur d'un unikernel. Ensuite, elle va fermer. Et voilà. Ça, c'est une appli Java. Vous voyez, on Maven en plus. Ça, c'est le POM.
Ça va nous générer un Java HTTP hello world.jar. Et on utilise les plugins assembly pour qu'il aille en fait chercher toutes les dépendances Maven et générer un UberJar qu'on utilisera ensuite pour la démo. Donc c'est la classe principale qui va démarrer, c'est comme example.app. Et si on revient à la partie Capstan, pour ceux qui connaissent Docker, dans Docker, il y a un Dockerfile qui nous permet d'écrire en fait la suite des tâches à faire pour builder notre image. Dans Capstan, ils sont très originaux. Ils ont décidé de faire un Capstan file. L'idée est exactement la même. On a base, c'est l'image de base qu'on va utiliser. Dans ce cas-là, c'est une image qui est fournie par OSB, qui contient déjà un OpenJDK à l'intérieur. Et ensuite, CMDLine, c'est l'équivalent de run en fait dans Docker. C'est la commande line qu'il va exécuter une fois que l'instance est démarrée. Vous voyez que c'est java.so. So, c'est l'extension en fait des librairies Linux, librairie statique si je ne me trompe pas. Et, parce que justement, ce qu'il fait, c'est qu'il compile tout en statique. En fait, le runtime Java, il est compilé statiquement. Il va être linké en fait de façon statique au noyau. Pour faire qu'il y ait une seule appli qui tourne, un seul processus. Et ensuite, après, -jar, les noms de notre jar. Lui, il est aussi capable de détecter que c'est une appli Java. Donc, il y en a une commande de build pour builder l'appli, Maven Package, qui va générer les jars derrière. Et si vous voulez, un mapping entre le fichier généré par Maven et les fichiers qui est utilisé par OSB. Ok. Maintenant, la commande, comme par surprise, c'est build aussi. Donc lui, il va aller chercher le capstan file qui se trouve dans les dossiers courants et il va le builder. Il y a différents hypervisors qu'on peut utiliser. On peut utiliser QEMU, on peut utiliser VirtualBox. Par défaut, c'est VirtualBox, donc il va générer une image de disque dur avec une extension VDI, si je ne me trompe pas, qui est... ouais. Donc on va builder l'image de Java HTTP. Attendez, je vais vous donner un plus d'infos. Ok. Voilà. Donc il va builder l'image et il va la stocker dans notre dossier d'utilisateur à nous, dans un dossier caché qui s'appelle .capstan, il va générer ça. Vous voyez, il va nous dire en fait les numéros des versions de OSB qui est utilisé. Il utilise QEMU pour générer l'image. Donc il faut avoir QEMU sur la machine. Et ensuite, il génère le package. Quand on fait capstan images, on voit bien qu'il y a une image ici qui s'appelle Java HTTP Hello World. Et on peut voir aussi, si vous voulez, capstan repository Java HTTP Hello World VBox. Et là on fait file, vous voyez, c'est une image de disque dur de VirtualBox qui va être utilisée ensuite pour spinner une nouvelle instance dans VirtualBox. Donc ça c'est la création d'une image. Bon, maintenant, on a juste à démarrer l'image et vous allez voir comment ça tourne. Ce que je vais faire d'abord, c'est vous montrer en fait qu'il n'y a vraiment rien de spécial en fait dans cette application. Si on fait en local déjà un Maven Clean Package, ça va nous générer le jar. On le trouve ici dans Target, il est bien là. Et maintenant, j'ai juste à faire comme ça. Pardon, ouais. Donc il va printer en standard output de started pour nous dire qu'il a commencé l'appli. Et de l'autre côté, je peux faire une requête. Ok. Je me suis trompé, pardon. Voilà. Java running inside the unikernel. Maintenant, l'appli, elle tourne sur mon poste, pas sur le unikernel. Encore. Pas encore. Ok. Capstan. Instances. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quoi qui tourne? Ok. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok. C'est l'ancienne version, en fait, qu'on avait démarré. Voilà. Et ensuite, on va lancer Capstan Run.
Moins i, en fait, c'est pour le nom de l'image. Le nom de l'image, c'était Java HTTP Hello World. Et ensuite, on peut préciser les noms de notre instance. On va les donner ces noms-là pour distinguer les deux. Donc là, il va créer l'image. Voilà. Il va nous dire l'IP qui lui a été assigné en fait à cette instance. Et vous voyez, on a ici l'output en fait qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été printé par l'appli. Si on peut le voir ici, malheureusement, ça ne se voit pas trop bien. Java, vous voyez, il y a une machine virtuelle là-bas qui s'appelle Java-HTTP Hello World-i. C'est la machine qui vient d'être créée. Malheureusement, il faut qu'on arrête. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Par défaut, l'instance qui est démarrée, elle est attachée en fait à l'interface réseau NAT de VirtualBox. Donc, on ne peut pas accéder directement au port 4000 de cette instance. Il faut faire de mapping de ports. Normalement, dans la command line, il y a un flag pour dire moi, je peux mapper ces ports avec ces ports-là. Ça ne marche pas. Donc, on n'a pas le choix. On doit malheureusement entrer dans la configuration de la machine virtuelle. Dans la configuration de réseau, ici, vous voyez, le réseau il est attaché à NAT. Il suffit juste de le mettre en host only adapter VBoxNet 0. Voilà. Et ensuite, capstan run, le nom de notre instance. Hello world i. Donc là, il dit qu'il a créé l'instance, c'est faux. Il a juste redémarré l'instance qui était déjà créée. Maintenant, j'ai une IP qui est dans le range d'IP qui sont accessibles depuis mon poste. Et là, par contre, je peux vous montrer comment on les fait. Là, l'appli me répond parce qu'elle tourne justement à l'intérieur de l'unikernel. Pour finir, un petit extra sur unikernel, enfin sur OSB. C'est très intéressant. En fait, il expose une API REST par défaut sur le port 8000 qu'on peut interroger pour avoir des infos sur la version d'unikernel, enfin d'OSB qui a été déployée. Par exemple, si on fait comme ça, il va nous dire justement que la version utilisée pour compiler l'appli, c'est la 0.24. Il y a plein d'autres endpoints qui sont disponibles pour faire beaucoup de choses. Vous pouvez les regarder dans la documentation. C'est sous forme de Swagger, c'est assez bien documenté. Ah, je l'ai mis ici. Conclusion. Alors, par rapport à unikernel, bon, on enfonce un peu une porte ouverte, mais bon, quand on a eu l'habitude d'utiliser Docker, c'est vrai qu'une des questions qu'on s'est posées, on s'est dit, est-ce que dans un des unikernels qui existent, est-ce qu'il y a une sorte d'image hub unikernel comme Docker Registry? Bon, bah, il n'y en a pas. Peut-être que ça existera un jour. Bon, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais voilà. Nous, on s'est dit que ça aurait été cool qu'il y ait au moins un unikernel qui ait commencé à faire ça, quoi. Ça, c'est une chose qu'on a identifié peu après commencer à faire des unikernels parce que au début, quand on connaît Docker, on sait qu'on peut lancer plusieurs conteneurs Docker sur une même machine. Donc, c'est compliqué à comprendre qu'en fait, quand on utilise un unikernel, l'unikernel il tourne directement soit sur la machine physique, soit sur l'hypervisor. Donc si on exécute en fait des unikernels sur un cloud public où on paye, l'exemple des Amazon EC2, on paye à l'instance. Qu'on utilise l'instance ou pas, peu importe, on la paye toujours. C'est peut-être pas très intéressant parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une instance EC2 et on va lancer un unikernel dedans, mais si cet unikernel n'est pas utilisé, si cette machine n'est pas utilisée, on va continuer à la payer. Chose qui n'est pas vraie quand on utilise du Docker, parce qu'on peut lancer plusieurs conteneurs dans une machine, et même si un conteneur tout seul il n'utilise pas toute la puissance de calcul disponible dans la machine, on peut lancer d'autres qui, eux, ils l'utiliseront. Comme vous avez pu le voir, nous on a rencontré pas mal de complexité quand même dans les solutions unikernel. Les documentations de chaque implémentation ne sont pas forcément super. Il y a des unikernels qui sont... en gros, la doc, c'est le code. Donc,
Les mecs n'ont pas pris le temps de faire plus que ça en termes de doc. OSV est plutôt pas mal documenté. Mais malgré tout, ça nécessite d'aller recompiler des choses, aller voir dans le code. Des fois, ça marche pas. Donc voilà, aujourd'hui, les solutions unikernel ne sont pas forcément très stables non plus, quoi. La persistance des données, c'est une question très vieille qu'on se pose toujours, pas forcément dans les contextes des unikernels, mais aussi dans les contextes des unikernels. C'est-à-dire, les unikernels sont, on peut dire, éphémères, de la même façon qu'un conteneur Docker, c'est éphémère aussi. Qu'est-ce qui se passe si à l'intérieur de notre unikernel, on fait tourner l'image d'un MySQL, par exemple? Qu'est-ce qui se passe une fois que l'unikernel il disparaît? La donnée, elle est persistée où? Comment est-ce qu'on accède après à cette donnée? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne la perd pas? Les plus des unikernels, c'est sans conteste, c'est les performances et potentiellement la sécurité aussi annoncée. C'est-à-dire que, par exemple, OSV, ils annoncent qu'ils bootent sur un hyperviseur en moins d'une seconde. OSV, ils ont aussi fait des tests, ils ont installé un Redis ou un Memcache dans du OSV et ils ont constaté deux fois que Memcache et Redis c'était 2 fois plus rapide. Bon, après, c'est eux qui ont fait les benches évidemment, donc on peut se demander si c'était pas biaisé. Mais malgré tout, je pense que dans la mesure où ce qu'on a vu avec ce qu'avait expliqué Thomas, le fait que tout tourne dans le ring 0, le fait qu'il n'y ait qu'une seule, au niveau de la mémoire, c'est qu'une seule page mémoire, on peut imaginer qu'effectivement, le fait que c'est quand même, entre guillemets, un peu bourrin dans la manière de se comporter, forcément, ça va aller un peu plus vite, quoi. Je voudrais juste ajouter par rapport au point de performance que les développeurs des OSV sont les mêmes développeurs des KVM. Donc, c'est des gens qui ont une connaissance très, très pointue au niveau performance, bas niveau noyau Linux kernel. Ils ont développé aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça s'appelle ScyllaDB. C'est une base de données distribuée équivalente à Cassandra, développée en C++, qui disent avoir 20% des plus de performance et qui respectent le même protocole. C'est les mêmes gens. Donc, pour les cas particuliers de OSB, je pense que les performances, moi perso, je les crois quand ils disent ça. L'unikernel n'est pas l'alter ego de Docker. Pourquoi? Parce que Docker, il est plus poussé par les développeurs, en sens où quand tu es développeur, tu dois faire un test rapide. C'est toujours super d'avoir Docker à côté parce que tu fais Docker exec MySQL et tu as une base de données MySQL qui tourne sur ton poste comme par magie en à peine quelques secondes. Peut-être c'est pas très sécurisé, peut-être c'est pas très performant, mais ça marche bien. Les unikernels, le point fort des unikernels, ce n'est pas ça, parce que déjà, il n'y a pas une image registry comme il y a pour Docker. Les unikernels, les points forts, c'est la performance et la sécurité. Donc, on pense que les publics ciblés par les unikernels, c'est plus les ops que les devs. Une des utilisations qui pourrait être faite d'unikernel, on a essayé d'y réfléchir avec Thomas, et on se disait que ça pourrait faire le support de AWS Lambda-like, c'est-à-dire que si on se dit que finalement un unikernel ça boot super rapidement, pourquoi pas on pourrait imaginer que j'ai une requête qui arrive et je monte mon unikernel avec ma fonction dedans, je l'exécute, il fait une réponse et j'arrête l'unikernel. Et donc on pourrait imaginer que ça puisse être utilisé comme ça. L'unikernel pour l'IoT. Je ne sais pas si... Enfin, je suis sûr que vous avez entendu, il y a quelques mois, il y a eu une attaque aux infrastructures d'Internet. C'était d'une énorme dimension, surtout aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Les gens du unikernel, des Unique en particulier, ils disaient, et je pense qu'ils n'ont pas tort, que si on utilisait les unikernels pour l'embarquer en général, on aurait pu résister à cette attaque plus facilement parce que dès le moment qu'il y a un seul processus qui peut tourner dans un unikernel, même si un attaquant il est capable de craquer notre application et gagner l'accès en fait à la machine, à l'hypervisor, il n'y aura rien à part notre appli. Il n'y aura pas bash, il y aura rien. Il ne pourra rien faire, même s'il est capable de craquer l'appli.
Donc au niveau sécurité, on pense que pour l'IoT, ça peut être très intéressant. Voilà, et pour finir, notre point de vue sur Unikernel, c'est que c'est une techno à suivre, mais nous, de notre point de vue, on pense que c'est un produit en cours de construction, c'est pas sec, et que malgré tout, on pense qu'il faut le suivre, parce que dans quelques années, ça pourrait devenir intéressant. Voilà, merci beaucoup. Des questions ? Je n'ai pas trop compris la question en fait. La question. Oui. Ouais. Plus évolué ou plus léger? Ok. Donc l'idée c'est la même, il fusionne en fait l'appli avec les noyaux, sauf que dans ces cas-là c'est plus un unikernel, c'est vraiment un noyau, comme vous dites, complet. Mais il n'y a qu'un seul livrable en fait qui tourne directement sur la machine physique ou sur les bare metal, ou sur les hypervisors, je voulais dire. Bah non, justement non, parce que l'unikernel, l'idée de l'unikernel, c'est qu'il est très 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 léger. Il y a des fonctionnalités qui sont pas dans l'unikernel pour pouvoir les gérer en fait l'unikernel. Il n'y a qu'un seul processus qui peut tourner dedans. Et notamment dans un unikernel, on ne pourra pas lancer, comme je disais tout à l'heure, à part notre appli, on ne pourra pas lancer un bash aussi à côté. Il est vraiment vraiment limité, c'est fait exprès. C'est pas un noyau complet. Ok. Bah, je pense que c'est pas exactement la même chose, ce sont deux cas d'usage différents. Je connais pas la Linux Kit, j'ai pas entendu parler, mais de ce que vous dites, ça a l'air plus d'être une espèce d'orchestrateur des conteneurs, tel que je comprends la chose. Bon, on pourra parler après si vous. J'entends. La question, c'est les processus entre le moment où tu builds et le moment où tu déploies dans là en l'occurrence dans VirtualBox, c'est ça? Bah, Non. bah, en fait, c'est ce que je vous ai montré dans la démo. On construit l'image. L'image, c'est juste une image de disque dur de VirtualBox. Et ensuite, la deuxième étape, c'est démarrer une machine virtuelle qui utilise l'image des disques durs qu'on vient de construire. Voilà, c'est ça. D'autres questions? Ouais. C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Dans la documentation, et là du coup, je vais répéter ce que dit la doc, c'est qu'ils disent qu'il n'y a qu'un seul process qui tourne et qu'à l'intérieur, il y a des threads. Voilà. Il y a du context switching de threads. C'est pas pareil les contextes. Oui, mais les context switching entre les threads et entre les processus n'est pas le même. Et il n'est pas aussi cher pour switcher d'un thread à l'autre que pour switcher d'un processus à l'autre.
déjà les threads, ils partagent les file descriptors qui sont ouverts, ils ont juste la stack des différents, la partie code et data, c'est la même. Donc, c'est vraiment pas les mêmes prix pour faire des switching au niveau processus qu'au niveau thread. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles des librairies statiques que tu veux rajouter? Go c'est pas le meilleur exemple parce qu'il est packagé statiquement. Mais oui, je comprends le principe. Enfin, j'ai regardé un peu le code et tout ça. Et les issues qui sont ouverts, la documentation. J'ai cru comprendre que l'approche, tu essaies de builder ton appli, tu lances ton conteneur. En fait, ils essayent d'implémenter toute la couche POSIX pour être compatible avec la plupart des applis. Mais il y a des appels POSIX qui ne sont pas implémentés ou des choses qui ne sont pas finies. Donc il y a des mocks, notamment quand tu démarres, en fait, tu fais appel à une fonctionnalité qui n'est pas implémentée. Tu vas aller voir tout de suite dans la console. En fait. Tu vas voir une ligne qui dit cet appel elle est pas implémenté. Donc il faut l'implémenter ou il manque telle chose. Il faut les mettre aussi avec. Enfin, à mon avis, ce que je veux dire, c'est que tu vas packager ton appli et tu vas voir tout de suite s'il manque quelque chose. Malheureusement, il n'y a pas. Si tu cherchais une façon systématique de les faire, il n'y en a pas. Ou moi, j'en connais pas. Alors, attends, là d'abord. Est-ce qu'il y a des solutions omnikernel qui supportent les OS mobiles possibles? Si par exemple je veux faire tourner une appli Linux sur Android. Je sais pas. Je ne sais pas. Je vois pas d'empêchement technique pour pas le faire. C'est un device mobile ou autre, c'est juste voilà, comme une machine virtuelle, comme un hypervisor. C'est juste l'architecture qui change derrière. Après, je dirais que très probablement OSB, ils l'ont implémenté que pour l'architecture x86 parce qu'elle est la plus répandue. Mais techniquement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher de les faire. Je ne sais pas si c'est fait, mais c'est faisable en tout cas. Ouais. Là, en fait, on l'a récupéré de OSV. En fait, ils ont une liste d'images de départ et que eux fournissent parce qu'ils ont construite. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est toi-même qui l'as fait. En fait, et de ce qu'on a compris, c'est tout simplement un bucket S3 public avec un fichier de metadata qui décrit en fait les targets qui sont de l'intérieur. Et toi, quand tu dis from OSB OpenJDK, ce qu'il va faire, c'est aller chercher dans cette bucket S3 un target qui correspond au même nom, il va le télécharger et il va partir de là. C'est tout, ni plus ni moins. Le from scratch est toujours l'unikernel vraiment de base d'OSV, quoi. En fait, les from scratch, si tu veux, si tu te rappelles du capstan file, il faisait appel dans la command line et il faisait appel à java.so et ensuite -r machin. Les from scratch, c'est juste, c'est toi qui fournis en fait la librairie statique qui va être le point d'entrée si tu veux à ton unikernel. Il y a une image de base, mais je ne me rappelle plus laquelle, c'était OSB. Je ne me rappelle plus OSB. Ouais.
Ouais, ouais. On l'a pas testé. Je suis persuadé de ce qu'on a compris que oui. Je crois que par défaut, d'ailleurs, quand tu utilises l'image de base, tu peux faire tourner un programme C. Par contre, il faut faire. C'est une bonne question parce qu'il faut faire attention parce que je pense qu'ils sont partis en fait de l'emblème de Java Runtime. Si tu veux, la démarche, c'est on veut faire un truc POSIX, et on part de Java Runtime, on essaie d'implémenter un Java Runtime, et en fonction des appels que Java Runtime fait sur l'API POSIX, on va implémenter tous les API, tous les calls POSIX derrière. Donc les POSIX, il n'est pas implémenté à 100%. Je pense que le libc, il utilise si tu veux, un range beaucoup plus grand des calls POSIX que ce qui peut être le cas des Java Runtime. Donc à mon avis, tu risques de te trouver, en fonction de l'appli que tu vas utiliser en C, avec des choses que tu ne vas pas pouvoir faire parce que ce n'est pas implémenté. Tu peux. Quelle était la question? Bah, sachant que tu n'as qu'un seul process, en fait, je pense que... Je vois pas pourquoi ça serait incompatible en fait. Si on a dit qu'il y a des threads, chaque thread il peut s'exécuter très bien sur un cœur différent. Il faudrait vérifier qu'en effet le multithreading il est disponible. Ouais, concrètement, il faudrait tester pour voir comment ça se passe. Ouais. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous voulez